François Bayrou est tombé. François Bayrou est tombé. Bon, c'était un peu dans les slogans qu'on avait. Le 8, Bayrou tombe et le 10, on bloque tout. C'était un peu ce qu'on entendait ces derniers jours. Mais du coup, on va réagir un petit peu à tout ça. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Là, on est un petit peu en live. Donc, nous... On tourne hier après-midi, quand vous regardez cette vidéo. Bayrou vient de terminer son discours. On a les réactions un petit peu des chefs de parti. On a le troll Jean-Luc Mélenchon qui est présent dans l'Assemblée nationale. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Et on va pouvoir essayer de débriefer tout ça et notamment de voir quelle perspective ça donne au niveau politique institutionnel, mais aussi pour le 10 septembre. On va parler de tout ça avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va ? Ouais, ça va bien. Là, je me sens... C'est à chaud, c'est sur le terrain, là, vraiment un peu journaliste, tu vois, envoyé en duplex. C'est sympa à faire. Et effectivement, oui, c'est un moment important. Alors, pas très surprenant parce que Bayrou, comme on l'a dit, a organisé sa démission de manière institutionnelle. C'était moins coûteux pour lui, je pense, pour son image, de se présenter et de ne pas avoir la confiance, voilà, dans ce geste démocratique de demander la confiance au Parlement, plutôt que de délivrer sa politique et de se faire censurer, parce que de toute façon, c'est ce qui lui pendait au nez. Et donc là, il a son dernier tour de piste. Là, la semaine dernière, il a vu tous les médias. On l'a vu sur les chaînes info, sur les grandes chaînes. Je crois qu'il a fait Gulli, Énergie 12, voilà, je sais pas. RMC Sport. RMC Sport. L'équipe TV, voilà, Equidia, les chevaux, je sais pas. Mais donc, bref, Bayrou, dernier tour de piste, comme un peu Michel Sardou qui s'en va, là, voilà. Et donc, on va voir ce qu'il nous a raconté. Et on va voir aussi la réaction des partis sur est-ce qu'ils vont voter la confiance ou pas. Bon, on sait ce qui va se passer. Mais ça va être intéressant de voir leur argumentaire parce que là, ils sont tous en train de se placer. Alors, il y a deux camps. Il y a le camp, on va dire, des noisettes du centre, quoi, voilà. Noisettes de gauche, noisettes de droite, noisettes de luxe, noisettes premier prix, noisettes premium, noisettes bio, voilà, qui vont essayer de récupérer le fauteuil de Premier ministre, voilà. Puis on va dire les montagnards, quoi, les gens les plus radicaux, qui soient réactionnaires ou révolutionnaires, la FI ou le RN vont demander sûrement beaucoup plus, c'est-à-dire la dissolution, voilà. Alors, on va partir là-dessus un petit peu, déjà revenir un peu sur ce discours. Donc là, on est sur le live, un petit peu le truc qui résume. Donc à 14h45, on a Jean-Luc Mélenchon qui arrive à l'Assemblée nationale. À 14h30, il y avait comment va se dérouler le vote de confiance, machin. Oui, bon, chacun prend la parole et tout. On sait que ça dure une plombe, que les résultats seront vers 20h. Mais nous, on pré-shot, parce que c'est vrai qu'on fait souvent du pré-shot, on fait souvent et ça se réalise. De l'analyse dans le futur, et ça se réalise. On tourne la vidéo en disant que Bayrou est tombé et on analyse la tombée de Bayrou avant qu'il soit tombé. Ça, c'est assez fort. C'est la magie de l'enregistrement. On va juste regarder une petite image qui fait assez plaisir. C'est Mélenchon qui est comme ça. Le poing gauche levé à l'Assemblée nationale pour la tombée du gouvernement. Donc du coup, on est ici. Et on va continuer. Donc 15h02, François Bayrou débute sa déclaration politique. 15h03, cette épreuve de vérité, je l'ai voulu. Oh là là, le menteur. C'est ça. C'est évident qu'il va tomber et tout, qu'il est baisé, et le gars fait genre qu'il a voulu, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est quand le mec il vient de perdre tous ses matchs, plus personne lui fait confiance, les joueurs refusent de descendre du bus et il dit je démissionne, je prends mes responsabilités. Frérot, t'es poussé dehors, arrête un peu. Donc, ensuite, notre pronostic vital est engagé après avoir égrené les immenses chantiers qui attendent le pays, modèle social, logement, sécurité, immigration. Le Premier ministre continue d'alerter sur la situation de la France. Le Premier ministre a appelé les députés à partager son constat sur la situation du pays. La France n'a pas connu de budget à l'équilibre depuis 51 ans, a-t-il déployé. Ce qui est trop drôle, c'est que tu pourrais faire le raisonnement inverse. Si ça fait 51 ans que c'est pas à l'équilibre et que le pays quand même se développe, je veux dire, c'est pas devenu le pire pays du monde, c'est pas un enfer, tu vois. Le problème, c'est souvent les réformes néolibérales, mais c'est pas cette histoire de dette, tu vois. Bah lui, il en déduit, faut que ça s'arrête, ça fait 51 ans que c'est comme ça, mais faut que ça s'arrête. On sait pas pourquoi, et du coup, faut aller tacler toutes les avancées sociales dans ce pays, tu vois. C'est quand même dingue, hein. Mais ce qui est dingue, je veux dire, c'est comme si tu disais, le type, il a une maladie grave, extrêmement grave, depuis 51 ans.
Bon bah, tu vois, tu te dis, ça doit pas être si grave que ça, si tu vois, s'il l'a depuis 51 ans, tu vois. Et en plus, deuxième truc, comme tu dis, ça fait 51 ans que c'est des politiques de Bayrou, c'est-à-dire son camp social, le centre néolibéral, mi-droite, mi-gauche, c'est-à-dire son orientation à lui depuis toujours, qui est au pouvoir depuis 50 ans. Donc, il devrait assumer que ces politiques sont ce qui cause la ruine qu'il déplore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Et là, je vais aller encore plus loin. Lui, il utilise ce catastrophisme pour faire peur. On l'a dit, allez voir notre camarade Zoé qui anime et qui participe au débat avec Manuel Bompard, Sarah Rami DJC et Samuel Mégens de l'UDCGT 59 sur la chaîne On ne veut plus. La dette sert à faire peur et il utilise l'idée de la dette, tu sais, comme la dette des familles, etc. Bon, moi, je pense que c'est une analogie claquée au sol, mais on va la pousser jusqu'au bout. Quelles familles ont un équilibre entre leurs revenus et, on va dire, leur dette totale? Voilà. Quand vous avez acheté un appart sur 25 ans, un crédit voiture, un crédit travaux, etc., si vous prenez l'intégralité de vos dettes, c'est pour ça que vous prenez des apparts sur 15, 20 ans, etc. Quand vous accumulez l'intégralité de vos dettes, ça représente peut-être 15, 18 ans de vos revenus. Voilà. On peut vous prêter de l'argent. Les gens qui ont un solde positif entre ce qu'ils gagnent et leur patrimoine sur plusieurs années, c'est-à-dire leurs emprunts, sont les gens les plus pauvres. Ça veut dire des gens à qui on ne prête rien sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, tu vois. Et pareil pour les entreprises. Donc, l'idée même d'avoir un revenu qui représente une fraction de votre dette sur 15 ou 20 ans, c'est littéralement le monde normal pour des gens qui ont une capacité financière, c'est-à-dire d'investir, ça veut dire de pouvoir déployer de l'argent sur l'avenir. Et le fait d'avoir zéro dette et donc de gagner exactement ce qu'on a emprunté, c'est les gens à qui on ne prête pas. C'est les gens les plus faibles. Ça veut dire que vous n'avez aucun emprunt sur le dos. Donc, l'analogie pour faire peur est claquée, parce qu'en plus, si je termine là-dessus, la dette de la France représente 2 ans de PIB. Représente 2 ans de PIB. Je ne sais pas toi, demain, Padu, mais si tu achètes une maison qui représente 2 ans de ton revenu, soit tu vas vivre dans pas grand-chose, soit tu vas avoir un gain de revenu très important, parce que quelqu'un qui est capable de rembourser sa baraque sur 2 ans, moi, j'en connais pas. Il n'y en a pas autour de moi, tu vois. Donc, c'est n'importe quoi. Et Bayrou essaye de nous faire peur, voilà, et tout est claqué au sol. Comme tu l'as dit, à la fin... C'est le discours du néolibéralisme, c'est there is no alternative. T'essaies de faire peur pour dire la seule solution, c'est la mienne. Si tu créais pas de la peur avant, t'as jamais ça. Et c'est pour ça qu'on peut revenir sur ce débat, on en parle souvent sur la chaîne. Le rêve et le fait que la droite ne fait pas rêver, tu vois. C'est exactement ça, la droite fait peur. Le truc de la droite, c'est de dire, vous avez peur. Regardez, comme vous avez peur, nous, on peut foutre un peu de coup de matraque à des gens. On va vous mettre en sécurité, ouais. Voilà, on va vous mettre en sécurité et ça passe par des réformes autoritaires, conservatrices, réactionnaires, tu vois. C'est comme ça, c'est d'abord montrer le cauchemar et dire, nous, on est là pour empêcher le cauchemar. Et le cauchemar, c'est la gauche. Le cauchemar, c'est toutes les personnes qui veulent des perspectives de lutte sociale, d'intégration de tous les êtres humains, des choses comme ça. Ça pourrait mener au pire. Et comme ça pourrait mener au pire, nous, on a la solution. La solution, c'est la propriété privée, c'est la baisse des salaires, l'exploitation, c'est les coups de matraque et des trucs comme ça, quoi. C'est toujours pareil. Le néolibéralisme tient dans ce slogan, c'est le pouvoir du capital privé, par le privé, pour le privé. Les politiques néolibérales, c'est tout ce qui est mutualisé, socialisé, public, démonétisé, gratuit, tout ce qui est du rapport de l'usager et non pas de la clientèle, tout ça, ils le détestent parce que c'est du capital qui ne peut pas faire fructifier, qu'il ne peut pas accumuler, qu'il ne peut pas mettre en mouvement. Voilà. Et comme le capital ne sert qu'à être mis en mouvement, c'est-à-dire fabriquer des cycles de marchandises pour accumuler, suraccumuler, et ben, dès qu'il voit de la lenteur, c'est-à-dire de la gratuité, du partage, de la mutualisation, du public, de la socialisation, du commun, eh ben, il veut le privatiser, le mettre en mouvement et fabriquer de la plus-value dessus. Et plus il est en crise, plus il va chercher là-dessus. Donc c'est un vampire. Marx parle de vampirisation du capital. Là, quand ils viennent vous attaquer vos retraites, votre sécu, vos droits au chômage, etc., c'est de la vampirisation. Ils boivent du sang qu'ils ne peuvent pas rendre utile à leur accumulation de capital et ils vont sucer. Et comme tu dis, la peur
va vous autoriser à vous faire mordre dans le cou. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai, comme je vais mourir, autant qu'on prenne mon sang tout de suite. Venez, monsieur Dracula, Medef. Il faut sortir de ce truc-là. La dette n'est pas un problème, c'est la solution. Yes. Bon, on va écouter un peu ce qu'il dit, parce que si ça se trouve, on critique, mais si ça se trouve, il a raison. Hein. C'est possible. Tous nous savons que notre pays, au-delà de l'orientation décisive qui va se trancher aujourd'hui, se trouve devant un immense champ de questions. Ce qui est trop marrant, c'est que il y a eu des archives. Tu vois que le mec, ça fait 40 ans qu'il dit ça. C'est 40 ans qu'il dit il y a trop de dettes, machin, c'est la catastrophe et tout. C'est le même discours depuis 40 ans, tu vois. Ouais, là, un truc sur la forme. Qu'est-ce qu'il est lent. Notre camarade Zoé qui écoute en x2, voire même en x3, je pense. Et là, elle va croire qu'elle est en vitesse normale. Elle va prendre son téléphone et elle va dire « Ah, mais merde, j'avais enlevé le x2 ». Bah non, le type est en 0,25. C'est insupportable à écouter, quoi. Appeler dans les années qui viennent des changements profonds. À la question dont tout dépend, à la question vitale, d'urgence vitale, où notre pronostic vital est engagé, dont dépend notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social. C'est la question de la maîtrise de nos dépenses, la question du surendettement. C'est trop drôle parce que ces gens, ils s'en cachent même pas tant que ça, tu vois. Bayrou est un libéral. C'est quelqu'un qui aime pas notre modèle social, qui est pour la capitalisation, tu vois. Et à chaque fois, c'est les mêmes arguments de faire croire qu'il fait ça pour sauver notre modèle social. Il fait ça pour détruire notre modèle social. Bien sûr. Et le gars fait comme si c'était pour sauver la sécurité sociale. Je suis désolé, je ne fais aucune confiance aux libéraux qui détestent la sécu de sauver la sécu, tu vois. C'est un gars, il vient te voir et il te dit « Pour sauver ton bras, je vais t'en enlever un petit bout tous les jours. » Mais à la fin, tu te retrouves avec juste l'épaule et le gars, il dit « T'as vu quand même, je t'ai sauvé ton bras. » Tu te dis « Mais non, j'en ai plus là. » Mais si, parce que tu vois, je l'ai pas coupé d'un coup. Je l'ai coupé petit à petit pendant un mois. Mais t'es là, tu fais c'est une blague ou quoi? Et les types, ça fait 50 ans qui viennent enlever un bout de service public privatisé pour dire je vais sauver le service public. Mais rendez-vous compte de la folie de ces gens-là. Et un jour, il y aura tout privé et ils diront on a évité la catastrophe, on a sauvé notre système. Et je te dis, c'est le bateau de Thésée. Tu sais, c'est à la fin, tu vois le bateau de Thésée, on remplace un morceau du bateau à chaque fois et à la fin, on sait pas quand est-ce que la question c'est quand est-ce que c'est plus le bateau de Thésée parce qu'à la fin, il y a tous les morceaux qui se sont changés, quoi. Et les gars, ils viennent te dire je vais te sauver le système social en rajoutant du privé dedans et à la fin, tu dis en fait, votre système social, il y a que du privé là, il y a 100% de privé. Ouais, mais heureusement qu'on l'a fait, parce que sinon, il y aurait plus du tout de bateau, quoi. Oui, c'est pas le problème, en fait. Là, vous êtes en train de faire passer d'une société du public et du commun à une société du privé. On le voit, donc arrêtez de nous mentir. Votre soutien, l'accord minimal, sans lequel je ne pourrais pas poursuivre ma mission, je le demande à l'Assemblée nationale sur un seul point, mais décisif, le constat de la situation du pays. Là, c'est intéressant parce qu'on parle souvent du truc jugement de fait, jugement de valeur sur la chaîne en disant qu'il y a toujours des jugements de valeur derrière les jugements de fait. Et c'est là où Bayrou, il essaie d'introduire le loup dans la bergerie. Il dit « Je veux déjà que vous partagiez mon constat. » Bah oui, mais si tu partages le constat que la dette est un problème majeur et que le pays est au bord de la ruine et qu'il faut rembourser la dette, évidemment que tu peux pas proposer après des politiques sociales. Parce que tu es obligé d'essayer d'avoir de l'argent. Alors tu pourrais dire on va avoir de l'argent en prenant aux riches ou je sais pas trop quoi, mais de toute façon tu vas finir par te faire bouffer par la dette parce que c'est la logique même de la dette d'être une dette pour renflouer les grandes entreprises et les plus riches et de baiser les plus pauvres. Ce qu'il faut, et ça justement, pour le coup on vous parlait de la chaîne YouTube, mais là comme on est... parce que ça t'y as pas pensé Chris, comme ça va sortir le mardi, lundi, il y aura l'interview de Jean-Paul Delescaux, donc aujourd'hui à 18h Ah oui. soir, mais du coup vous regardez le lendemain. Donc il y a une interview de Jean-Paul Delescaux justement qui évoque cette question de la dette et il a une bonne réponse. Jean-Paul, quand on lui dit mais la dette t'en penses quoi, il répond il n'y a pas de dette. C'est-à-dire que la dette c'est une construction idéologique pour après nous tordre le bras en nous disant bah mais du coup il faut délocaliser, il faut casser les services publics, il y a trop de dettes, blablabla. Si vous partez du principe qu'il y a une dette et qu'il va falloir la rembourser, vous êtes baisé. Il faut partir du principe que la dette est illégitime et qu'on ne la remboursera jamais, qu'on doit l'annuler.
Ouais, mais carrément, comme tu dis, on l'a dit plein de fois pour l'extrême droite, mais ça marche pour tout le monde. Quand tu commences à faire justement les constats, c'est-à-dire à valider la façon dont Bayrou voit le monde, il y en a beaucoup qui disent ça, et ça c'est très techniciste. Comme tu sais, genre la phrase de Macron, là, la bamboche, non c'était pas Macron qui a dit ça, qui c'est qui avait dit ça? La bamboche c'est fini. Tu sais, comme si ça avait été un luxe, le service public, la sécurité sociale, la protection, etc. Comme si tout ça c'était fini, tu sais, ça c'est vraiment un truc de cadre, de technicien. Alors t'as même des gens qui vont justifier ça, là, tu sais, qu'on appelle nous les gens vichistes, là, tu sais, des gens qui vont dire ah bah oui, il y a eu le pétrole, ça a été un espèce de miracle, donc on a pu se permettre de vivre au-dessus de nos moyens, l'énergie à pas cher. Enfin, tu vois, tout un tas de constats qui se disent objectifs, voilà, techniques, qui n'interrogent jamais les rapports sociaux qu'il y a derrière des modes de vie et qui viennent dire bah parce que ce mode de vie-là est en crise, alors il va être terminé et on va revenir à un stade beaucoup plus précaire. Et ben ça, c'est le constat du néolibéralisme, c'est de dire il y a une phase libérale du capitalisme, le 19e siècle, le 20e siècle. À un moment, on ne sait pas pourquoi, mais on a pu se permettre, c'est pas du rapport de force, c'est pas des conquis sociaux, etc. Non, on a pu se permettre de distribuer des trucs, etc. Mais maintenant, on vit au-dessus de nos moyens, c'est fini, la fête est finie, donc il va falloir revenir à l'austérité, le libéralisme et la guerre de tous contre tous. Et ben, nous, on dit non. Ça n'a jamais été un cadeau du capital, le système de sécurité sociale, le système de solidarité, le système mutualisé, etc. Ça a été une conquête de la classe ouvrière. La classe ouvrière porte en elle ce mode de production appliqué à toute la société, parce que là, il était appliqué qu'à certains secteurs. Et quand vous nous dites la fête est finie, nous, on dit elle n'a fait que commencer. Ce qu'il faut répondre à Bayrou, c'est pas de dire on en a trop fait. Non, c'est de dire on n'en a pas fait assez. Il y a encore trop de gens qui meurent. Il y a encore trop de gens qu'on peut sauver si on mutualisait, si on arrêtait de faire de la rente et du capital. Voilà. Donc, Bayrou, tu crois que la fête est finie? Moi, je vous le dis, on vient d'arriver. On est simplement en train de servir le premier verre. Mais en plus de ça, tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a un inconscient de classe évident à ce qu'il raconte, parce que le gars te dit, en gros, on a mis à disposition la sécurité sociale. C'est pas toi qui as mis à disposition, ça, on a déjà dit dans une autre capsule, notamment via Zoé, et c'est des cotisations sociales que les travailleurs eux-mêmes mettent en commun, tu vois. Mais comme c'est des gens qui sont bourgeois, ils sont dans un rapport de propriété avec les choses. Ils pensent que tout leur appartient. Et donc, quand tu vois un type, un gamin, à qui, avec l'allocation de rentrée, on peut payer des crayons, il pense que c'est son argent à lui, tu vois, que c'est François Bayrou qui paie les crayons pour le gamin, tu vois. Et quand il voit un type à qui on donne un traitement pour le cancer, il pense que c'est lui qui a mis à disposition le traitement pour le cancer, tu vois. C'est vraiment des gens qui pensent que tout leur appartient. Et ça, c'est le rapport de classe qui fait ça, vraiment. La France n'a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans. Depuis 51 ans, tous les ans, les dépenses s'accroissent. Mais qui était au pouvoir se répètent. Il y a 51 ans, c'était Giscard. C'est littéralement son modèle, son ancêtre, c'est-à-dire le centre droit. De quoi il parle? Tu vois ce que je veux dire? C'est un type qui est un enfant de Giscard, quoi. Vraiment, ces gens-là n'ont pas de face. Ces gens-là n'ont pas de face. Parce qu'ils parient sur la faiblesse de la classe ouvrière et de sa conscience et de sa mémoire. Mais je vous le dis, elle est en train de se réveiller et on va les renverser. C'est insupportable. Non seulement ces gens-là sont incapables, mais en plus ils sont insultants. Ouais, non mais c'est le délire. Hein. Et les dettes s'accumulent. Tous les ans, nous dépensons plus que nos ressources de l'année et souvent beaucoup plus. Oh là là là. Bayrou rappelle le poids de la dette, blabla, taxer les riches, François Bayrou d'accord pour une contribution, mais pas confiscatoire. C'est-à-dire que le gars te dit, voilà, il n'y a plus d'argent, mais quand tu lui dis, mais Bayrou, c'est pas dans ta poche qu'il faut aller chercher, l'argent te dit, ouais, mais non, mais quand même, on peut pas mettre ta contribution non plus les gens les plus riches quand même, ce serait honteux, c'est quand même dingue quand même, de te dire ça n'a aucun putain de sens, quoi. Non, mais c'est... Et ce qui est marrant, c'est vraiment, on revient à la première crise du capitalisme, la fin du 19e siècle, où l'impôt sur le revenu était était encore une idée. Il faut savoir que la France a été un des derniers pays au monde à créer l'impôt sur le revenu. Et vraiment, on revient à la crise du capital qui est suraccumulée par des riches, qui ne développent plus les forces productives, comme on dit. Et les riches qui disent « Mais non, mais n'attaquez pas nos fortunes, c'est confiscatoire !» Tu vois, mais on est revenu en 1910, 1911. Et je le dis, l'analogie, jusqu'au tragique. Ils sont allés, pas dû, jusqu'à la Première Guerre mondiale pour éviter ça.
pour éviter qu'on leur prenne leur argent, tu vois. Donc, ils nous emmèneront à la guerre si on ne les arrête pas tout de suite. Ce sont des fous furieux. On va voir du coup un autre extrait où Bayrou dit vous n'avez pas le droit d'effacer le réel. Ah, Il ça parle comme Julien Rochdy, le mec. Vous n'avez pas le droit d'effacer le réel et tout. Il parle comme un putain de droitard. Ça, c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour nous. Ah ouais, j'ai pas envie. La soumission au réel, c'est la droite. Dès qu'il y a des gens qui vous parlent de... Nous, on est du côté du réel, c'est la droite. Et je le dis parce qu'il y a des gens qui se croient de gauche, mais qui sont réellement de droite, qui utilisent cette phrase. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Non mais le mec il parle comme Nostradamus et tout. C'est quoi le délire? Le réel, machin et tout. Ça va s'abattre sur vous et tout. Le mec, il est dingue. Il parle comme un illuminé. Tu sais, comme le gars là dans Tintin, là dans l'Étoile mystérieuse, là qui dit la fin du monde, là. Tu sais, mais c'est incroyable. L'extrait est dingo, quoi. Mais il Ouais, est c'est complètement ouf. zinzin. Hein. Il est complètement zinzin. Hein. Mais tu vois, cette idée du réel, je rappelle, voilà, pourquoi nous on dit c'est la droite le camp du réel. C'est la soumission, c'est la conservation, c'est la soumission à ce qui est. La gauche, c'est le camp du possible. Voilà, nous sommes le camp du possible. C'est-à-dire, pas du rêve, enfin, la gauche fait rêver, mais pas de la folie, ou tu vois, voilà. Le possible, c'est le plus à partir de maintenant. Voilà, le plus que le déjà là, quoi. Tu as assisté comme moi à l'entretien avec Jean-Paul Delescaux, du coup, là, qui est paru sur la chaîne On ne veut plus. Il le dit très bien, ça. À un moment donné, il dit le monde dans lequel on vit, c'est pas notre monde, c'est leur monde, tu vois. Et nous, on veut construire notre monde, tu vois. Et c'est vraiment ça, la pensée communiste. C'est de penser que lui, ce qu'il appelle le réel, et qui, en quelque sorte, est le réel de la société capitaliste et d'une classe actuellement qui est au pouvoir, qui a les manettes sur les médias, sur les ministères, qui essaie de faire passer son idéologie via les différents appareils idéologiques d'État, des choses comme ça, tu vois. Ils essaient d'imposer leur réel, et donc en fait, le monde dans lequel on vit et dont on entend parler dans les médias, en réalité, c'est un monde de classe et c'est leur monde à eux. Et nous, ce qu'on essaie de construire, c'est justement quelque chose qui va au-delà de ça et qui contredit leur vision du réel à eux, tu vois. On essaie de construire un autre réel, tu vois, un réel qui est en germe dans notre vision du monde collectif, quoi. Et le poids de la dette déjà insupportable sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Il n'y a donc qu'un seul chemin pour que notre pays... There is no alternative. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est incroyable. Hein. Il y a quelques phrases qui reviennent tout le temps. Hein. Un seul chemin. S'en sort. Thatcherisme. Aujourd'hui, comme dans les années 50, quand le général de Gaulle et un peu plus tôt Pierre Mendès France affirmaient tous les deux, dans le même sens, pour l'un, qu'un pays qui n'est pas capable d'équilibrer ses finances publiques est un pays qui s'abandonne. Déjà, bon, nous on n'est pas dans le camp du général de Gaulle, mais surtout il y avait quand même une petite différence aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a un chantage aussi avec le fait qu'on ne maîtrise pas notre monnaie, qu'on ne peut pas faire d'émissions monétaires nous-mêmes, enfin il y a plein de choses qui font qu'on est soumis à une dette dont on ne peut rien en fait. Enfin, le système est cadenassé comme ça. Nous demain au pouvoir, vous inquiétez pas qu'on réémet notre monnaie nous-mêmes, qu'on fait différemment et que la dette elle disparaît, elle n'est même plus un problème en fait. Bah c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'il cite De Gaulle et Mendès France, parce que avant la transformation radicale des années 70, c'est-à-dire la privatisation totale de l'émission monétaire, voilà, la remettre dans les banques privées, alors qu'avant elle était souveraine, avec le circuit du trésor public, etc. Enfin, on pourrait faire des émissions là-dessus, c'est très intéressant. Il y avait déjà dans les années 50-60 des soubresauts de crise capitaliste, parce que les capitalistes détestaient l'inflation. Et quand ils parlaient de la dette et de l'émission monétaire et de l'équilibre des finances publiques, c'était avant même la privatisation du crédit bancaire et de l'émission monétaire, c'était déjà un problème pour les rentiers, le fait qu'il y ait de l'inflation, parce qu'on créait de la monnaie quand il y avait un déséquilibre dans les finances publiques. Et Mendès France, qui est la gauche traître de l'époque, et surtout le général de Gaulle, qui est, moi je le rappelle, un des premiers néolibérales au monde, voilà, avec l'ordolibéralisme allemand, d'Adenauer, etc. Donc ça, ce serait intéressant d'en parler, qui avait
des gens qui étaient extrêmement néolibéraux dans ses économistes préférés, comme quelqu'un comme Jacques Rueff, sont des gens qui ont essayé de résoudre ce problème-là qui finira dans les années 70 par la privatisation du crédit bancaire. Et donc, quand Bayrou parle de ça, oui, effectivement, Mendes France et De Gaulle sont des gens qui ont cassé la socialisation du crédit bancaire après 1945, le fait que la monnaie soit émise dans l'intérêt collectif et non pas dans l'intérêt privé. Donc, quand il vient les citer, oui, il vient les citer parce qu'ils avaient le même problème que lui et qu'ils avaient les mêmes orientations conservatrices que lui. Mendes France et De Gaulle. Donc, il croit nous convaincre avec ça? Non, il est plutôt en train de rappeler à quel point De Gaulle et Mendes France n'étaient pas du côté des masses et de la classe ouvrière. Pour l'autre, je refuse que l'équilibre des finances publiques se fasse par l'accroissement chronique de la dette. C'est la question précisément qui est posée aujourd'hui. Donc voilà, il fait son caca nerveux sur la dette. François Bayrou a terminé sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre vient de terminer sa déclaration de politique après 40 minutes de discours. Ce que dit le moment que nous vivons, c'est qu'il y a un chemin et un seul pour la France, celui du socialisme. Non, celui de la vérité partagée et du courage. Les chefs de file et des différents groupes de l'Assemblée vont désormais pouvoir répondre. Boris Vallaud qui dit « Nous ne pouvons pas vous faire confiance ». Donc le PS, qui était quand même un des enjeux, mais qui avait dit depuis longtemps qu'il ne voterait pas la confiance parce que ça voudrait dire qu'ils ont une alliance presque avec Bayrou. Or, eux, ils veulent bien s'allier avec Macron pour présenter un Premier ministre avec leurs hommes, mais il n'y a aucune raison qu'ils votent la confiance avec Bayrou. Donc Boris Vallaud dit le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale s'adresse au Premier ministre. Nous ne pouvons pas vous faire confiance, insiste-t-il. L'élu socialiste l'annonce, c'est la gauche arrivée en tête de gouverner. Nous sommes prêts. Donc eux, ils veulent aller au gouvernement avec Macron. En même temps, Macron vient du Parti socialiste, donc la boucle est bouclée. Laurent Wauquiez qui dit l'instabilité politique est un poison économique. Laurent Wauquiez, président du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale, prend la parole pour dénoncer l'instabilité politique du pays. Et le député Martel, l'instabilité est un poison économique. L'ancien président des Républicains charge ensuite Jean-Luc Mélenchon, présent dans les tribunes, le premier danger politique. Le mec, tu sais, Bayrou fait de la merde et va finir par tomber. Et le mec, il charge quand même Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas trop pourquoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir ce que eux ils appellent stabilité. C'est-à-dire des mecs qui ont fait de la merde pendant 50 ans au pouvoir, qui sont responsables eux-mêmes de la dette qu'ils critiquent. Pour lui, c'est ça la stabilité, c'est de les garder au pouvoir. J'espère que lorsqu'en 2027, Jean-Luc Mélenchon sera au pouvoir, Laurent Wauquiez ne sera pas dans l'opposition parce qu'il ne faut pas d'instabilité politique dans le pays. J'espère qu'il ne voudra pas déstabiliser le pouvoir de Manuel Bompard, Premier ministre. Espérons qu'il ne déstabilise pas, parce que ce serait mauvais pour l'économie quand même. Ce serait dommage, quoi. Laissons-le dérouler son programme. Quand Mélenchon sera élu pendant 5 ans, j'espère qu'ils ne poseront pas de destitution ou à Mélenchon de démissionner. J'espère qu'ils nous rappelleront de dire on a été élu pour 5 ans, Mélenchon a été élu pour 5 ans, qu'il fasse son programme pendant 5 ans. Voilà. Bon, comme tu dis, tout ça est risible. C'est vraiment du blabla. Hein. Donc Laurent Wauquiez qui dit qu'il votera la confiance sans enthousiasme, comme annoncé. Le député indique par ailleurs que les autres parlementaires LR seront libres de leur choix. Non mais c'est n'importe quoi les gars, ils ont fourni la moitié des ministres de Macron, ils ont exactement les mêmes idées que lui sur tout, tu vois. À la limite, Macron 2017 faisait un peu genre il est de gauche, aujourd'hui Macron et les Républicains c'est exactement la même chose, sauf que c'est une histoire de boutique, tu vois. Et il fait genre qu'il est pas d'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont au bout du bout. C'est-à-dire que, regarde, il ose même pas dire son groupe va voter comme un seul homme. Il parle pour lui-même. Voilà, il fait sa petite carrière. Bah, le centre, là, les noisettes sont en train d'exploser dans tous les sens. Hein. Ouais, bah oui, exactement. Ouais. Cyrielle Châtelain, des écologistes, ça c'est plus intéressant. Elle dit le président doit accepter une cohabitation. Présidente du groupe des écologistes à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain appelle le président de la République à accepter une cohabitation et de nommer un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire. Ce qu'il faut lire derrière tout ça, c'est qu'en fait, il se rallie à cette histoire de gouvernement du PS. Bah, bien sûr. Parce qu'on sait très bien. Et comme tu disais, au moment où, demain c'est le 10 septembre, au moment où il faut tout bloquer, où il faut donner de la force à la rue, où il faut dégager Macron, elle a dit ah bah non, on va faire une cohabitation machin avec Bernard Cazeneuve et Jadot et tout. Tu vois à quel point ces gens sont des jaunes et c'est au maximum d'empêcher le mouvement social et le changement de la société. Parce que tu vas pas me dire que c'est un gouvernement avec le Parti socialiste qui va changer la société actuellement. C'est vraiment c'est une honte quoi. Ouais, non, mais c'est une folie. C'est marrant parce que ça peut être. C'est du qui tout double. Eux, ils savent très bien qu'ils vont être pris en étau entre une candidature à Glucksmann et Mélenchon, tu vois, un peu ce truc-là. Il y a que, je te dis, des Vallaud qui peuvent s'en sortir. Enfin, voilà, des troisièmes voies comme ça.
Mais Tondelier, les écologistes, Faure, Ruffin et tout. Donc ils essayent de jouer un coup de Trafalgar là, de se dire, eh ben, faisons la lance des perdus pour perdus. Nous, si on tente rien, on est perdus. Ils ont raison. S'ils restent au milieu de l'étau, ils sont perdus. Et il y a un gars comme nous qui est perdu définitivement. C'est Macron. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se sauver tous ensemble? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas redonner un petit peu de temps à Macron et lui nous redonnerait un petit peu de temps en essayant de jouer un coup en disant voilà, si Faure y arrive, tu vois, il peut se dire ça. Alors, on va mettre le NFP sans l'AFI, voilà, comme ça va diviser la gauche. Si Faure est Premier ministre et puis ça marche, ben, il va décrédibiliser Mélenchon, tu vois, et du coup, comme ça, Mélenchon va être réduit. Et puis, si ça marche pas, ben, ça va peut-être décrédibiliser la gauche. Comme ça, du coup, Mélenchon, pareil, sera entaché. Donc, tu vois, ils essayent de jouer des trucs comme ça. C'est vraiment de la trahison, parce que je vous le dis clairement, pour pouvoir avoir une majorité, vu qu'ils vont se séparer de l'AFI, ils vont aller chercher de la République en marche et des Républicains. Ça veut dire que cette Cyrielle Châtelain devrait avoir honte de faire ça. Parce qu'elle dit mettez quelqu'un du NFP pour ne pas appliquer le programme du NFP. C'est ça qu'elle fait. C'est vraiment ça. C'est pour sauver Macron et ne pas avoir de gauche au pouvoir, mettez quelqu'un de gauche au pouvoir. C'est ça. C'est tout changer pour ne rien changer, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, et c'est là où la France Insoumise, et déjà pour nous, on considère que le programme du NFP, il va pas assez loin, mais bon, voilà, c'est là où il ne faut pas céder. Parce que là, elle est en train de faire semblant que le NFP va gouverner, alors qu'en fait, toute la majorité qui était celle du NFP, c'est-à-dire les Insoumis plus les autres noisettes, va se déporter des noisettes vers Attal et vers les Républicains. Donc jamais le programme du NFP ne va gouverner. Et les gens, derrière les vidéos, demandaient pas que ce soit des personnalités. Voilà, Premier ministre issu du rang du NFP, voilà, ça pourrait dire que Aurélien Rousseau pourrait être Premier ministre. C'est ça que ça veut dire, qu'un ancien ministre de Macron, parce qu'il est issu des rangs du NFP, François Hollande pourrait être Premier ministre. Il est issu des rangs du NFP. Et donc, ils essayent de masquer le renoncement au programme sur l'apparence des personnalités. C'est honteux, ne vous laissez pas avoir. Demandez que ce soit le programme du NFP qui gouverne et non pas une personnalité du NFP. Ouais, bah oui, clairement. On va peut-être écouter ce qu'elle a à nous dire, Cyrielle Châtelain. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, votre gouvernement tombera. Cela ne fait aucun doute. Il n'y a ni suspense, ni hésitation. Dans quelques heures, vous présenterez au président de la République votre démission, sans que cela ne soulève ni tristesse, ni regret. De vous, nous ne retiendrons que vos mensonges délétères, constateront votre inaction. Ce qui est incroyable quand même, c'est de se dire, François Ruffin, il siège avec cette meuf. Hein. Il siège avec des gens qui veulent redonner du gaz à Macron quand même. Hein. Dans son groupe, quoi. Les mecs, il fait des réunions de groupe avec ces personnes, quoi. Enfin, Châtelain, le nom parle pour elle. Votre hasardeuse priorité, quand vous choisissez de prendre un jet pour Pau plutôt que d'être aux côtés des sinistrés de Mayotte, et votre impeccable sens du timing quand vous choisissez de redonner de la splendeur à votre bureau de maire alors que vous annoncez aux Français qu'ils vont devoir se serrer la ceinture. Votre départ... Il fait genre qu'il est contre, c'est n'importe quoi. C'est une folie. On va voir, j'actualise juste voir s'il y a une nouvelle... Alors oui, on a le MoDem qui dit « Nous avons un devoir de vérité à l'égard des Français ». Bah, le MoDem, évidemment. Le groupe, il annonce sans surprise qu'il votera la confiance au Premier ministre. Évidemment, leur président du MoDem, c'est le bras droit quoi, de Bayrou. Quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Bah, c'est son enfant, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des choses à dire avant de conclure et de faire des annonces? Parce qu'il y a quand même des choses par rapport au 10 septembre à annoncer. Ouais, alors moi on va faire un peu de projection. Donc Bayrou est tombé quand vous regardez cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que Macron va pas dissoudre. Voilà. Il ne va pas dissoudre parce qu'il a aucun intérêt. La dissolution serait une autodissolution. Tout son camp perdrait justement ses sièges. Et je pense que la gauche, elle, conquérait beaucoup plus de sièges que ce qu'elle en a. Le RN serait un peu coincé. Moi, je pense vraiment qu'on n'est pas loin de le voir démissionner. Il va tenter, je pense, de mettre un gouvernement. Marine Le Pen, là, va être jugée assez rapidement. Finalement, on vient de l'apprendre en janvier. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais il n'est pas impossible qu'elle revienne dans la course. Donc, il lui reste un créneau, là, et il reste un créneau au bloc central pour pouvoir peut-être éviter d'avoir Marine Le Pen dans les starting blocks pour une présidentielle. C'est que Macron démissionne dans les 3 mois qui viennent. Moi, je pense... Alors, je fais une annonce. Là, c'est vraiment le bail. Si ça se réalise, j'arrête tout, j'arrête ma carrière.
Voilà ce qu'il va faire. Il n'y a qu'un seul truc qui pourrait le sauver, c'est une élection législative à la proportionnelle. Parce que le bloc central à la proportionnelle serait beaucoup plus performant que dans les circos en one-to-one, etc., avec d'un côté la gauche et d'un côté le RN. Donc il va tenter une proportionnelle, et pour ça, il va annoncer un référendum de transformation des règles électorales. Ce qui va lui permettre de faire un référendum avec transformation des règles électorales à la proportionnelle. Comme ça, il pourra s'attirer une majorité, c'est-à-dire comme il sait qu'il y a beaucoup de gens dans l'Assemblée nationale qui veulent la proportionnelle, voire même le RN, des gens pourront lui dire « Ok », et il validera un référendum. Le RN, ils vont avoir la proportionnelle quand ça leur sert plus à rien. En vrai, exactement. Mais ce sera, tu vois, intéressant parce que c'est un truc qui porte depuis longtemps. Ça pourra le remettre en course, lui. Parce ça peut être bon pour les filles, hein, la proportionnelle, hein, quand même. Hein. C'est pas si mauvais pour eux. Hein. C'est pas évident non plus parce que faut qu'ils fassent un gros score, mais parce qu'ils ont beaucoup de bastions. C'est pas sûr que tu vois de faire 10% dans une proportionnelle ou de faire 50% concentré, ça fera beaucoup plus de députés, tu vois. Non. C'est peut-être pour la catastrophe pour eux. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le centre. C'est la catastrophe pour le PCF. Voilà, le PCF les est mecs mort. Qui font 55%, ils sont morts. Ils seraient morts dans le film. LR, par exemple, ce serait catastrophique pour LR. Ce serait catastrophique pour le PS. Voilà. Donc, Macron pourrait justement se relever, lui, en faisant un référendum et en obtenant un oui, parce que la proportionnelle pourrait être soutenue par les partis, voilà, et donc gagner. Et ensuite faire la dissolution et redonner. Il aurait la légitimité de faire une dissolution avec ça et redonner de l'oxygène au centre. Voilà. Donc voilà, moi j'annonce ça. Il va tenter un référendum sur la proportionnelle pour pouvoir ensuite avoir une majorité à sa main. Je le dis clairement, c'est trop drôle parce que c'est exactement la même chose que sur quoi le général de Gaulle est parti, mais à l'inverse, en mode farce. En 68, le général de Gaulle est acculé. Personne ne veut plus de lui. La fameuse 10 ans, ça suffit. Voilà, donc là, c'est 8 ans, ça suffit, Macron. Il fait d'abord une législative de juin 68 qu'il gagne, et ensuite il part sur un référendum. Et bien là, il va tenter le référendum pour ensuite faire une législative. Il faut faire en sorte qu'il se barre dès le référendum. Donc je vous le dis, s'il y a un référendum à la fin de l'année, Macron doit le perdre et il va partir. Voilà. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas, pour que Macron soit un peu acculé, il faut s'investir au maximum dans le mouvement du 10 septembre. Nous, on a lancé ce truc, là, on ne veut plus, donc rejoignez le Telegram, utilisez le site, on va faire vivre tout ça, essayer d'envoyer un maximum de matos et tout ça pour aider les gens. On a lancé aussi la chaîne YouTube, donc on a eu la table ronde avec Manuel Bompard, Samuel Mégins, Sarah Rami et Dr Zoé. Et puis là, on a sorti une vidéo hier avec Jean-Paul Delesco qui nous parle justement, donc Jean-Paul Delesco qui est le boss, qui est le secrétaire général de la CGT Nord. Je pense qu'il m'engueulerait de l'appeler le boss parce qu'il parle vraiment au nom d'un collectif. C'est pas quelqu'un justement qui personnalise le truc en mode c'est moi, mais non, il parle au nom du collectif de la CGT du Nord, aussi appelée la CGT la plus basée de France, hein. Et donc il nous donne un petit peu son avis et son analyse sur le 10 septembre, des conseils aussi pour les grèves, pour les actions, pour tout ça, son analyse sur le départ de Bayrou, son analyse sur la dette et tout, c'est hyper intéressant. Il est interviewé par notre camarade Sarah qui va être animatrice intervenante sur la chaîne On ne veut plus, et donc allez voir ça, on vous met ça en commentaire, régalez-vous. Et puis si vous voulez nous aider à améliorer les vidéos, à améliorer des captations, comme on a fait avec la table ronde, organiser des événements, envoyer du matos et tout, vous avez la caisse de lutte On ne veut plus, 1 euro donné, c'est 1 euro pour la lutte. Alors il y a un tout petit peu qui part à Tipeee, mais vraiment quelques pourcents, et le reste qui part pour la lutte et qui va nous permettre d'organiser au mieux tout ça dans le futur. Comme tu as dit, on fait des conjectures, on fait des analyses, etc. Mais de toute façon, c'est les masses qui poussent les gens comme Macron à prendre des décisions et à prendre des décisions qui vont jusqu'à leur démission. Donc tout ce qu'on fait comme conjecture, c'est histoire de vous donner peut-être des chemins possibles de comment ça va se passer et des anticipations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais de démission, il n'y aurait jamais eu Bayrou et sa démission sans la pression populaire du 10 septembre, et il n'y aura pas la démission, un référendum ou quoi que ce soit de Macron si on n'est pas tous dans la rue et qu'on ne dit pas « vous ne pouvez plus, on ne veut plus, basta, on passe à autre chose ». Bah clairement. Donc sur ce, n'hésitez pas à nous soutenir sur le Tipeee, à vous abonner et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!